Bonjour à tous, bienvenue et merci de nous rejoindre ce 14 avril 2022 pour cette section de partage d'expérience dénommée l'interview d'experts sur le HCD ou encore la conception centrée sur l'humain. Je suis Jean-Jacques Gros, Community Manager francophone de Springboard au centre des programmes de communication du projet Breakthrough Action. J'initie et coordonne les activités de partage d'expérience, disons les activités de gestion des connaissances, la mise en ligne des documents CSC ainsi que la promotion de ces différents documents, la gestion des plateformes privées et des plateformes publiques, disons des réseaux sociaux. Donc, je vous prie de bien vouloir vous présenter en donnant vos noms et prénoms dans le chat afin que nous puissions faire votre connaissance. À la différence donc des autres webinaires organisés, cette section d'interview se veut plus interactive entre les participants et notre expert. Dans cette section, cette initiative d'interview de l'expert fait partie de vos différentes suggestions en tant que membre de Springboard. Donc, pour rappel, cette interview de ce jour est organisée par le volet Springboard du projet Breakthrough Action. Springboard est une communauté virtuelle. Springboard est une communauté virtuelle des professionnels du changement social et des comportements. Springboard a aujourd'hui plus de 4000 membres ici de plus de 100 pays. Dans le but de connecter les professionnels du changement social et des comportements, Springboard organise régulièrement des discussions écrites ainsi que des webinaires sur des thématiques du CSC telles que la planification familiale, la communication des risques, la nutrition, etc. Springboard est également un référentiel permettant aux membres de trouver d'autres webinaires et événements liés au CSC, des emplois ainsi que des nouvelles. Donc, pour toute personne ou organisation désirée d'organiser des webinaires ou des forums de discussion sur Springboard, vous êtes priés de me contacter par email ou sur Springboard. Je vais tout à l'heure partager mon email dans le chat. Pour rejoindre Springboard, veuillez utiliser le lien que je vais partager dans le chat pour faire votre demande d'adhésion sur Springboard. Pendant cet échange, les micros des participants sont coupés. À cet effet, nous vous prions de bien vouloir laisser vos questions dans le chat. Vous aurez l'opportunité certainement d'intervenir dans la suite de notre échange. Pour ceux qui ne sont pas encore présentés, encore une fois, merci de bien vouloir laisser votre nom, votre prénom, votre pays, votre organisation dans le chat pour que nous puissions vous connaître. Cette session d'interview d'experts est divisée en deux parties. Premièrement, je vais adresser des questions que les participants ont déjà laissées à Laura lors de la promotion de cette activité sur Springboard. En deuxième lieu, nous allons prendre certaines questions avant de clore la section. Notre expert section, notre expert interview, notre expert de ce jour s'appelle Laura Ferrière. Laura est senior strategic designer sur ThinkPlace. Elle a plusieurs années d'expérience dans l'utilisation de l'approche HCD ou encore, comme on appelle en anglais, Human Centered Design. ThinkPlace est une organisation partenaire sur le projet Breakthrough Action. Je vais à présent laisser la parole à Laura afin qu'elle puisse mieux se présenter en nous parlant de son organisation, de son travail à ThinkPlace. Laura, vous avez la parole. Désolé, un instant, Laura. Laura, vous pouvez, je vous ai mis en... Super, okay. Merci. C'est bon, je peux ouvrir mon micro. Très bien, merci Jean-Jacques. Bonjour à tous. Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui et de participer à cette session. Donc, comme l'a dit Jean-Jacques, je m'appelle Laura Ferrière. Je suis Senior Strategic Designer à ThinkPlace et nous travaillons aux États-Unis exclusivement pour Breakthrough Action.
donc pour le changement social et comportemental. Mais au-delà de ça, nous sommes une organisation qui est globale, qui vient d'Australie et nous sommes à Dakar, nous sommes aussi au Kenya, à Singapour, en Indonésie, dans plein d'autres endroits, bientôt en Europe. Et comment dire, le travail que nous faisons de design centré sur l'humain, nous le faisons dans 2 gros pôles. Un pour des problèmes domestiques à un pays et l'autre pour résoudre des problèmes au niveau du développement international. Donc moi, je travaille exclusivement pour le développement international. Et avant ça, j'étais designer dans le design centré sur l'humain en Europe, aux Pays-Bas, pendant 7 ans, où j'avais une entreprise et où j'ai fondé un incubateur pour les jeunes designers sociaux. Et je travaillais pour des problématiques plutôt domestiques, comme la justice, la réinsertion, l'addiction, l'égalité, etc. Voilà. Et j'ai beaucoup travaillé donc récemment grâce à Breakthrough Action avec les pays d'Afrique subsaharienne, notamment le Burkina. J'ai un petit peu travaillé avec la Côte d'Ivoire, la RDC. Et ensemble, on a fait vraiment de super projets dont j'espère pouvoir vous parler. Ah, Jean-Jacques, merci. Voilà. Oui, merci Laura pour plus d'informations sur vous et votre excellent travail à Think Place et cet excellent travail que vous avez déjà accompli dans le domaine du développement international et aussi aux Pays-Bas et dans bien d'autres pays où vous avez déjà travaillé. Nous sommes ravis de vous avoir aujourd'hui et nous espérons encore apprendre plus auprès de vous. Comme vous le savez, Laura, nous sommes réunis ici aujourd'hui afin d'avoir certaines informations, quelques détails sur l'approche HCD ou encore comme les anglophones l'appellent Human Centered Design. Donc, la plupart des personnes connectées sont dans le domaine de la santé publique. Nous avons certaines personnes qui ont certaines expériences sur le HCD, d'autres ont une expérience moyenne ou certains n'ont pas de grandes connaissances sur le HCD. Donc, nous espérons, grâce à votre expertise et votre expérience dans le domaine des ICD aujourd'hui, d'apprendre quelque chose sur les ICD qui pourra nous aider dans la mise en œuvre ou dans la conception des programmes de santé publique. Parce que nous savons que c'est une approche vraiment très utilisée dans le domaine du changement social de comportement. Et donc, la nécessité pour toute personne qui est dans le domaine de la santé publique de comprendre et de savoir comment on utilise cette approche Human Centered Design. Donc, avant de commencer, nous, on veut comprendre de manière simple qu'est-ce que le Human Centered Design? C'est quoi? Sur quoi est-il focalisé? D'accord. Alors déjà, j'aimerais expliquer un peu le mot design. Pourquoi est-ce qu'on dit design? C'est parce qu'en fait, ce domaine, cette approche de design centré sur l'humain, c'est issu du design d'objets et d'espaces à la base. Donc, le design d'objets et d'espaces, en fait, sa méthodologie pour arriver à créer un objet final ou un espace final, c'est vraiment de créer des choses qui vont être utilisables par les humains et pour qu'ils puissent s'adapter à leur environnement. Et donc, quelque chose qui est clé dans cette méthode, et je suis bien placée pour vous le dire parce que j'ai commencé, en fait, mes premières études ont été dans le design d'objets. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de faire quelque chose d'un petit peu, comment dire, de créer un premier prototype qui ne coûte pas très cher, sur lequel on puisse tester, l'utilisateur puisse s'asseoir, ou il puisse le prendre en main, on peut voir si c'est durable, si c'est à la bonne taille, si c'est pratique, etc. Et ensuite, on va l'améliorer. Et donc, tout ce processus de tâtonner en mettant l'utilisateur au centre du développement de la solution, eh bien, c'est ça qui a été récupéré par le design centré sur l'humain. Donc, le design centré sur l'humain tel qu'il existe aujourd'hui, c'est une méthode pas à pas, donc qui commence par de la recherche. On va en parler un petit peu plus tard, il me semble. Je pourrais aller dans les détails. De la recherche, de la co-création. Ensuite, on va faire un premier brouillon de solution qu'on appelle un prototype. Ensuite, on va revenir voir les personnes qui sont concernées, les bénéficiaires, je les appelle.
et ensuite, on va continuer à améliorer la solution. Et donc, c'est cette méthode qu'on va suivre. C'est vraiment fondamental pour comprendre ce que c'est le design centré sur l'humain, mais c'est aussi des petits outils. Donc, je vais vous en montrer quelques-uns. On a des outils qui permettent vraiment d'engager les gens dans le développement de la solution. On ne va pas, contrairement peut-être à d'autres méthodes qui sont aussi très bien, hein, mais on ne va pas s'enfermer quelque part pour développer une solution. On va vraiment constamment aller en dialogue avec les utilisateurs. Et c'est aussi une approche, je dirais, parce qu'il faut toujours garder un esprit en tête qui est dans le design centré sur l'humain, il faut connecter, il faut toujours être ouvert à ce que notre solution ne plaise pas. Il faut toujours être ouvert au fait qu'il faut faire des modifications. Donc, vous voyez, il y a vraiment aussi une question un petit peu de philosophie ou d'approche. Donc, je dirais, pour résumer ce que je viens de dire, que c'est une méthode, des outils et une philosophie ou une approche. Voilà. Pour moi, ce sont les piliers fondamentaux du design centré sur l'humain. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, effectivement, ça répond à la question. Merci Laura. Et c'est que nous venons de commencer. Donc, moi, j'ai compris que la conception centrée sur l'humain est une façon de penser qui place les personnes bénéficiaires des programmes des parties prenantes correspondant au cœur même du processus de conception et de mise en œuvre. Là, c'est vraiment intéressant de comprendre ça, de savoir que ceux qui doivent bénéficier de quelque chose eux-mêmes et depuis la conception, ces personnes-là sont là et ils sont au centre même des prises de décisions innovantes pour améliorer ou pour trouver des solutions aux problèmes dans la société où la communauté fait face. C'est vraiment intéressant. Je vois que vous avez évoqué, dit qu'il y a des méthodes pas à pas. Vous avez parlé de prototypes, d'outils, d'engager des gens. Je sais que nous allons certainement arriver à cela. Mais bien avant ça, nous voulons comprendre pourquoi nous devions utiliser la conception centrée sur l'humain en tant que spécialiste, en tant qu'acteur du domaine de la santé publique. C'est une très bonne question. Récemment, j'ai été en Tanzanie pour un voyage où on allait présenter aussi le HCD comme étant une façon de faire du développement social et de comportement. Et c'est vrai que par le passé, c'était plutôt des outils de communication qu'on faisait avec le changement comportemental et social. Et avec le design centré sur l'humain, eh bien, on ouvre un petit peu le champ des possibles à autre chose que des outils de communication, que des posters, que des spots radio. Ça peut être, la réponse peut être n'importe quoi. Ça peut être un service, ça peut être un programme de mentorat, ça peut être... j'ai des milliers d'exemples en tête. Et c'est vrai qu'avec le design centré sur l'humain, vu que un des piliers, c'est de se dire qu'on va d'abord demander aux gens de quoi ils ont besoin, eh bien, la réponse peut être infinie. Et je pense que c'est ça que ça amène au changement social et comportemental, c'est qu'on est à l'aise avec le fait de ne pas encore connaître la réponse. Et je pense que c'est ça que ça amène fondamentalement à ce domaine. Par exemple, on va faire de la recherche ethnographique en plus de la recherche quantitative. On va aller à la rencontre des gens, leur demander pour telle solution, qu'est-ce que vous pensez pour tel problème, pardon, qu'est-ce que vous pensez qui est la source de ce problème? Quelles sont les barrières pour que vous utilisiez telle et telle solution de santé? Et on va demander ça à plusieurs personnes qu'on aura identifiées et qui représentent une partie de la population. Et c'est vrai que pour nous, en tout cas, dans le design centré sur l'humain, ce sont vraiment les utilisateurs, les bénéficiaires qui connaissent le mieux leurs propres problèmes. Bien sûr, on demande aussi l'avis des donateurs et des personnes qui encadrent les solutions de santé, comme le gouvernement, mais c'est vrai qu'on va beaucoup demander aux bénéficiaires et on va beaucoup les intégrer, et je pense que c'est vraiment ce que ça amène. D'ailleurs, je voulais vous partager quelque chose qu'on explique en début de programme de design centré sur l'humain, c'est que au cours de notre processus, on implique 4 voies. On appelle ça les 4 voies du design. Donc, il y a la voie des experts. Donc, par exemple, si ça concerne la planification familiale,
On va avoir des personnes des prestataires de santé en planification familiale, des personnes aussi du gouvernement. On va avoir, donc ça c'est les experts, on va avoir les bénéficiaires, donc les femmes enceintes, les femmes qui souhaitent être enceintes, les jeunes filles, les jeunes femmes, les maris, les personnes qui peuvent les influencer. On va aussi avoir les donateurs, c'est-à-dire dans notre cas, ça peut être l'USAID, mais on va aussi avoir les personnes qui encadrent, c'est-à-dire les personnes du ministère de la Santé. Et puis la quatrième voie, c'est la voie du designer qui va vraiment aider toutes ces personnes à communiquer entre elles et à travailler ensemble. Donc voilà, en fait, je pense que c'est ça aussi qui est unique dans le HCD, c'est le fait de ramener ces 4 voies ensemble et de leur faire avoir le même poids et puis surtout de les amener au bon moment. Voilà. Et aussi, quelque chose qui est essentiel, je pense, du HCD, c'est que comme on a un parcours assez graphique aussi à la base, on est souvent des designers de formation, on est beaucoup attaché à créer des choses qui sont visuellement attractives ou qui seront facilement utilisables. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a un problème d'illettrisme, on va vraiment focaliser à rendre les choses très faciles d'utilisation, etc. Donc voilà, je pense que ce sera un peu les points spécifiques au HCD dans le SBC. Wow, c'est vraiment intéressant. C'était comme si, on va dire, c'est ce qu'il faut réellement pour engager la communauté. Parce que ce n'est pas comme, je vais dire, dans certaines choses, certains modèles de communication où la personne s'assoit chez elle, OK, va développer soit des affiches, comme vous avez parlé au départ, et je colle à la population ou je viens projeter soit ces spots ou je ne sais pas quel outil de communication à la population. OK, voici, à partir d'aujourd'hui, voici ce que vous devez faire. Donc, vous devez accepter. Et là, ça peut devenir un peu compliqué parce que la population peut ne pas adhérer au message ou ça peut ne pas aller dans le contexte culturel, même social, même de la communauté. Par contre, avec le Human Centered Design ou le ICD, comme on l'appelle en français, la conception centrée sur l'humain, tout le monde est impliqué, tous les acteurs, quand on voit les donateurs, les pouvoirs publics et la communauté, les chefs de programme, les staffs, tout le monde a sa main dedans afin de trouver une solution qui peut réellement changer, créer de l'impact sur la communauté. C'est vraiment très intéressant. Donc, je comprends par là que vraiment, si nous travaillons avec les communautés, aussi nous sommes dans le domaine de la santé publique, surtout que nous recherchons à trouver des solutions à certains problèmes de la communauté, il serait intéressant d'adopter l'approche ACD, qui est l'une des approches les mieux placées, je dirais, pour nous aider à atteindre notre objectif. Merci Laura pour ces éclaircissements. Avant, lorsque nous avons commencé cet entretien, vous avez parlé des méthodes pas à pas, ce qui concerne de la conception centrée sur l'humain. Vous avez parlé du prototype. Est-ce que vous pouvez nous donner beaucoup plus d'éclaircissements en ce qui concerne les différentes phases de conception, des différentes phases des ICD, en parlant des méthodes pas à pas? Tout à fait. Alors, notamment avec Breakthrough Action, dans le consortium dans lequel nous travaillons avec Jean-Jacques et certains d'entre vous, j'en suis sûre, nous avons identifié 3 phases qui sont aussi très similaires aux phases que nous utilisons en général dans le design centré sur l'humain. Donc, il y a une première phase qui permet de définir, on appelle ça la phase de définition. Je vais vous expliquer les détails. Ensuite, il y a la deuxième phase qui est la phase de design et de test. Et la troisième phase qui est la phase d'implémentation et de mise à l'échelle. Donc, pour la première phase de définition, on commence par rassembler des recherches qui ont déjà été faites, plutôt quantitatives, sur le problème que nous essayons de résoudre. Par exemple, je sais que en ce moment, je travaille sur la fièvre de Lassa, par exemple, au Nigeria. Et donc, on a rassemblé de la recherche qui a été faite par soit des universitaires, des scientifiques, et on en extrait des gros points qui nous permettront de mieux comprendre le problème. Ensuite, nous créons un atelier d'intention. Alors, dans l'atelier d'intention, on a les 4 voies dont j'ai parlé.
Donc, on va avoir des personnes du ministère de la Santé. Dans ce qui concerne la fièvre de Lassa, on va aussi avoir des personnes qui sont dans le gouvernement au niveau de l'agriculture, de l'éducation, de la communication. Et on va avoir des personnes qui sont spécialistes, donc les personnes qui prennent en charge les cas de fièvre de Lassa. Je vous donne l'exemple de la fièvre de Lassa, hein, mais ça peut être tout à fait autre chose. Hein. Ça peut être, on a beaucoup fait sur le planning familial, etc. Et on va aussi donc avoir les personnes qui sont touchées, donc les personnes qui sèchent leur nourriture de XY façon et qui pourraient donc devenir susceptibles de contracter la fièvre. On va aussi avoir donc les designers qui vont être là pour faire en sorte que toutes ces personnes-là puissent trouver leur voie. Parce que je pense que quelque chose qui est important, et ce pourquoi les designers font partie des 4 voies, quand on a quelqu'un qui est au niveau du gouvernement et qui a cette aisance à parler à l'oral et qui a une certaine notion de hiérarchie, d'expérience, eh bien, il faut faire en sorte par des petits exercices que la personne qui est femme au foyer, qui est influenceur au niveau local, eh bien, elle puisse aussi avoir sa place et sa voix. Donc, on a plein de petits exercices durant l'atelier d'intention qui nous permettent de faciliter ça. Et à quoi sert cet atelier d'intention? Il sert à dire, voilà la situation actuelle, donc on va dire avec la fièvre de Lassa, voilà le futur que nous désirons. Donc, nous désirons que la fièvre soit éradiquée, que les personnes de santé soient bien informées, qu'au niveau de l'agriculture, mettons, on ait des messages qui soient plus clairs, des façons de faire sécher la nourriture différentes, etc. Et au milieu de cette situation actuelle et la situation souhaitée, on va définir des objectifs pour pouvoir aller de la situation courante à la situation souhaitée. Et donc, il y aura aussi donc, cette 3e voie dont nous avons parlé tout à l'heure, qui est la voie des donateurs, des appuis, des bailleurs. Donc, parce qu'il est bien d'avoir des ambitions, mais il faut que ce soit durable. Donc, nous voulons vraiment avoir l'appui et l'engagement des autorités et des bailleurs pour soutenir ces objectifs. Et donc, à la fin de cet atelier, nous, les designers, on va revenir sur notre bureau et puis on va créer une déclaration d'intention. C'est juste un format A4 et tout le monde, c'est un peu comme une promesse que voilà, ce sont les défis que nous essayons de résoudre. Ensuite, ça, c'est la partie définition. Nous allons, juste après cette intention, développer une recherche ethnographique. Donc, c'est-à-dire qu'on va identifier les personnes clés. Donc, ça peut être pour la fièvre de Lassa, ça peut être les personnes qui vont développer des messages concernant la nourriture, la façon dont elle est stockée, etc. Ça peut être aussi les personnes donc, qui vont être susceptibles de contracter la maladie. Et on va aller voir quelles sont les barrières qui pourraient nous empêcher de résoudre ce problème. Et ensuite, de là, on va créer des découvertes clés. Donc, c'est-à-dire une nouvelle compréhension du problème, quelque chose qu'on n'avait pas au début, qu'on n'avait pas encore compris au début. Ensuite, on va passer à la 2e phase, qui est la phase design et test. Grâce à ces nouvelles découvertes clés sur, mettons, la fièvre de Lassa, en l'occurrence, c'est l'exemple que je vais continuer d'utiliser, eh bien, nous allons ramener encore nos 4 voies du design, les voies que nous avons définies tout à l'heure, pour créer ensemble des solutions par rapport à toutes les découvertes clés. Et donc, on va faire un atelier par rapport à ça. Et donc, on va finir à la fin de cet atelier avec des débuts d'idées. Et c'est assez créatif, c'est assez intéressant à voir cet atelier, c'est très motivant, disons. Et ensuite, nous allons prendre ces idées, l'équipe de design, et nous allons commencer à en développer des prototypes, c'est-à-dire des versions qui ne coûtent pas beaucoup et qui sont assez rapides à faire. Et ensuite, on va aller sur le terrain pour tester ces prototypes. Donc, peut-être que pour la fièvre de Lassa, il s'agira d'objets pour empêcher les rats de venir sur la nourriture. Il pourra s'agir aussi de campagnes publicitaires. Il pourra s'agir de, je ne sais pas, on n'en est pas encore là dans le projet, mais il pourrait s'agir de n'importe quoi. Et en général, on conseille de ne pas excéder une 12aine de prototypes parce que ça prend du temps de tester et donc il faudrait développer une autre activité. Mais déjà, 12 prototypes, vous imaginez,
c'est beaucoup. Et ensuite, grâce à notre observation des utilisateurs avec les prototypes en main, pendant 1 à 2 semaines, par exemple, des fois, ça peut durer plus longtemps, eh bien, on va avoir plein de nouveaux retours. Donc, par exemple, quelque chose peut paraître une très bonne idée sur le papier, mais dans l'utilisation, on voit que ce ne sera pas durable. Donc, on va devoir revenir à notre bureau, on va dire, et penser à modifier en fonction des retours des utilisateurs ces prototypes. Des fois, on va en immerger 2, des fois, on va en enlever 1, etc. Et bien sûr, on garde toujours en tête les défis et les challenges qui ont été identifiés durant la déclaration d'intention. On essaie de rester toujours en accord avec ce que tout le monde a décidé. Et ensuite, on va retester et on peut tester jusqu'à 3 fois pour vraiment arriver à quelque chose de très raffiné qui va vraiment marcher et qui va susciter la motivation des utilisateurs. Parce qu'une solution pas utilisée, ça ne nous intéresse pas, bien entendu. Et ensuite, la 3e phase, c'est la phase d'implémentation. Alors, cette phase, nous, on n'intervient qu'au début, en général. C'est-à-dire qu'on va aider à développer un pilote. Donc, c'est-à-dire, on a des solutions qui ont été déjà testées plusieurs fois. Maintenant, on va les amener à un niveau de fidélité très haut. Donc, c'est-à-dire, ça va être très proche du produit final. Donc, on va avoir un pilote en général de 2-3 mois pour avoir une compréhension plus approfondie de est-ce que cette solution marche. Et en général, ce qui se passe, c'est que là, on donne la priorité à certains prototypes. C'est-à-dire, on ne va pas développer les 12 prototypes pour des raisons de coût. Et donc, on prend ceux qui ont le plus de succès sur les problèmes identifiés. Et donc, une fois que tout ça s'est passé, enfin, on fait un pack d'implémentation, on appelle ça. Donc, c'est-à-dire que s'il s'agit d'un objet contre la fièvre de Lassa, accompagné d'un poster ou d'une campagne publicitaire, je ne sais pas, je dis ça comme ça, eh bien, on va développer donc les produits finaux pour les imprimeurs, pour les objets à créer. Et puis, on va aussi développer un manuel pour les personnes qui vont devoir mettre à l'échelle cette solution. Et ainsi que des recommandations pour le suivi et le monitorage. Voilà, c'est les 3 phases. Définir, design et test, implémentation. Wow. Merci beaucoup, Laura, pour tous ces différents détails. Là, je dirais que nous sommes comme si nous nous retrouvions dans une salle d'amphi à l'université, parce que vous donnez beaucoup plus de Pardon, j'ai détails. trop parlé. Alors, je dis, c'est tellement assez intéressant. C'est comme si aujourd'hui nous nous retrouvions dans une salle d'université en train de suivre un cours sur le ICD, et avec vous, c'est encore plus approfondi. Je vois les exemples au niveau des fièvres Lassa, au niveau de certains pays qui sont vraiment euh, faciles. L'explication avec les exemples que vous donnez, ça nous aide à mieux comprendre de façon détaillée, étape par étape, les différents processus de ICD. Merci pour toutes ces différentes explications, ces différents détails. Je tiens à préciser, tous ceux qui nous suivent, que juste dans moins de 5 minutes, vous allez avoir la parole pour pouvoir poser vos différentes questions à Laura. Les questions que je suis en train de poser à présent sont des questions qui avaient déjà été posées par beaucoup d'entre vous lors de la promotion de cette activité. Donc, nous sommes presque dans quelques minutes. Je vais laisser la parole à ceux qui lèvent déjà la main ou ceux qui ont déjà même laissé des questions dans le chat, qui pourront adresser les différentes questions à Laura. Donc, Laura, toujours pour continuer, quelque part, vous avez parlé d'outils pour engager des gens. Vu que nous travaillons avec la communauté, nous mettons la population, ou disons les bénéficiaires au centre même du processus. Nous voulons comprendre quels sont réellement ces outils utilisés pour engager des gens, ou si on veut encore comprendre les gens. Oui, c'est une super bonne question. Alors, déjà, pour tout ce qui est donner la parole à n'importe quel participant dans les ateliers d'intention, par exemple, ou de co-création, eh bien, on va utiliser le pouvoir du groupe. Donc, on ne va pas mettre les personnes... mettons, en général, on a à peu près 24 personnes
6 ou 7 par voie du design, qui vont participer à l'atelier d'intention. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer, ces personnes, on va mélanger les 4 voix et puis on va les séparer en plusieurs groupes afin que chacun puisse vraiment se sentir libre de parler. Si on est 18 dans un groupe ou même 10, il est plus compliqué de trouver de la place pour parler. Par exemple, si ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, que si on est dans un groupe de 5-6. Donc, en général, on va déjà utiliser ça, séparer les gens en groupes. On va aussi leur donner des outils qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser. C'est-à-dire, si on est tous derrière un ordinateur à faire du traitement de texte, c'est quelque chose pour lequel certains vont être à l'aise. Et pour d'autres, non. Par exemple, on va avoir un bénéficiaire qui fait un travail qui est tout autre et il va se sentir lésé ou en tout cas pas à l'aise. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner des outils que les gens n'ont pas forcément l'habitude d'utiliser et comme ça, ils arrivent tous au même niveau. Donc, on peut leur donner des objets, on peut leur demander d'être debout, de mettre des papiers sur un mur. On peut aussi faire que la demande soit très simple au début. Par exemple, ce qu'on fait des fois, c'est de dire quelles sont vos attentes pour cet atelier. Et ça commence un petit peu à libérer la parole parce que chacun a le droit à son avis là-dessus. Aussi, ce qu'on fait par contre lors de la recherche ethnographique, c'est que lorsqu'on va voir les gens, déjà, on leur explique pourquoi on est là et on leur pose toujours des questions ouvertes pour qu'ils puissent bien participer. On ne leur dit pas est-ce que vous pensez que ceci est une bonne solution, oui ou non. On leur dit comment ça se passe pour vous ou racontez-nous votre expérience. Et on essaie de poser tout le temps la question pourquoi. Donc, les gens comme ça leur donne vraiment la sensation qu'on s'intéresse. Par exemple, un outil qu'on utilise beaucoup, ça s'appelle les 5 pourquoi. On va demander pourquoi une fois, on va continuer jusqu'à ce qu'on arrive vraiment à la source, à la racine de la barrière qui leur empêche d'avoir la solution de santé, par exemple. Donc ça, c'est encore un outil. Qu'est-ce que je pourrais vous donner? On peut aussi utiliser le role-play, donc se mettre à la place de l'autre. Par exemple, si avec votre groupe, vous commencez à vraiment avoir une idée, on va vous demander d'échanger avec l'autre groupe pour que l'idée ne soit pas juste votre idée, votre possession que vous essayez d'amener, mais que vous vous mettiez à la place de l'autre un petit peu. Comme ça, on arrive vers des choses plus partagées, plus objectives. Il peut arriver parfois qu'il y ait des personnes, comme je le disais plus tôt, qui sont très à l'aise et qui ont vraiment une connaissance accrue d'un problème, mais on veut vraiment que tout le monde participe parce que c'est pour ça qu'on amène ces 4 voix, c'est pour que tout le monde participe. Et donc, du coup, on va dire à la personne d'aller travailler sur une autre idée qui vient de quelqu'un d'autre. Et comme ça permet de rester ouvert à d'autres idées. Aussi, quelque chose qu'on utilise beaucoup pour comprendre les gens, c'est la cartographie du parcours d'un bénéficiaire. Donc, par exemple, récemment, j'ai fait un projet sur l'empathie entre le prestataire en planning familial et son client. Eh bien, pour comprendre comment ça se passe pour le prestataire, on lui demande, voilà, depuis le jour où vous avez commencé votre formation jusqu'au jour où vous devriez finir votre carrière, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous avez du temps? Est-ce que vous passez beaucoup en salle de garde? Et on essaie de comprendre tout ce qui se passe et toutes les barrières. Et ça nous permet vraiment de comprendre l'utilisateur. Voilà. Est-ce que vous voulez que j'en donne d'autres ou... Merci. Je sais qu'on aura encore le temps de demander d'autres choses de la part des participants, mais vous avez tout à l'heure parlé des 5 pourquoi. C'est quoi les 5 pourquoi? Est-ce que vous pouvez éclaircir les 5 pourquoi? Vous voulez que je précise les 5 pourquoi? Oui. Par exemple, si on va demander à un prestataire, donc restons sur l'exemple de la planification familiale, on va lui demander est-ce que vous avez l'occasion de pratiquer, par exemple, l'écoute attentive, parce que ça fait partie de l'empathie et d'un bon counseling de qualité. Eh bien, il va dire non, pas vraiment. Alors après, on va dire pourquoi. Et ensuite, il va dire, par exemple, je n'ai pas le temps. Et après, on va lui dire pourquoi.
Et la personne va dire, bah, je n'ai pas le temps parce que je suis payée tant d'heures et déjà j'en fais beaucoup plus. Et en plus, il y a un souci, peut-être, j'en sais rien, moi, c'est dur quand on trouve un exemple. Peut-être qu'il y a un souci pour moi d'avoir des clientes les unes après les autres parce qu'on a un problème je sais pas, de timing ou dans la salle d'attente, c'est pas clair ou quelque chose comme ça. Et donc, petit à petit, on arrive vraiment en redemandant pourquoi, on arrive à des espaces qui sont vraiment la source du problème. Et c'est là où on peut intervenir et on comprend mieux la réalité des personnes. Est-ce que c'était un exemple assez concret parce que... Ça va pour ça va pour moi. D'accord. Donc, dans votre intervention, vous avez parlé de fièvre de Lassa, vous avez parlé de planification familiale. Moi, de mon côté, je sais également que le AICD intervient dans le paludisme et ça Oui. peut aussi le VIH, etc. Maintenant, qu'en est-il, par exemple, en ce qui concerne, par exemple, la réduction des inégalités sociales? Est-ce que le AICD peut intervenir dans ce contexte? Je dirais que globalement, à partir du moment où on va vraiment demander et mettre en avant les bénéficiaires, on va vraiment s'attacher à leur quotidien, à ce qu'ils expérimentent. Donc, oui, le but est vraiment de les amener. Il y a vraiment un but d'équité dans le processus HCD. Donc, je ne sais pas si directement, dans le cadre de Breakthrough Action, on travaille sur les inégalités sociales, mais le but est vraiment de faire en sorte que chacun ait une voix qui porte. Et donc, je dirais que, en tout cas, notre façon de voir les choses, oui. Et après, vu qu'on travaille sur la santé et pas forcément sur les égalités, l'équité sociale, je ne sais pas si c'est le challenge qu'on essaye de résoudre, mais en tout cas, dans notre façon, oui, bien sûr, c'est très important de donner la même importance à un bailleur que à un, un bénéficiaire. Merci Laura, ça c'était une question de nos participants que je venais de poser. Donc, merci beaucoup. Chers participants, nous sommes à présent à la deuxième étape de notre interview d'experts. Aujourd'hui, nous recevons Laura Ferrier qui est basée au niveau de Washington. Elle travaille à ThinkPlace. Elle est strategic designer à ThinkPlace. Elle est en train de nous donner beaucoup plus de détails depuis quelques temps sur ce qui concerne le Human Centered Design parce qu'elle a plusieurs années d'expérience dans ce processus-là. Et nous avons adressé quelques questions déjà pour des personnes qui avaient laissé des questions, des préoccupations avant le début de ce webinaire. Et à présent, je vois plusieurs mains, 2 mains déjà qui sont levées. Vous avez la parole à présent dans cette deuxième partie de notre entretien de l'expert, de pouvoir aussi adresser votre question, tout ce que vous voulez comprendre sur le Human Centered Design. Vous avez la possibilité à présent de prendre la parole pour poser votre question à Laura. Je vois Conté qui avait levé sa main depuis quelques temps. Si Conté peut ouvrir son micro et poser sa question à présent. Après Conté, nous allons passer à Bokoum. Donc, je ne vois pas le micro de Conté. Est-ce que Bokoum peut ouvrir son micro et prendre la parole? Alors, Bokoum, vous nous entendez? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Vous avez la possibilité d'ouvrir votre micro à présent. OK, Monsieur So Suleiman, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? OK, je vois beaucoup qui a ouvert son micro. Oui, allez-y. Est-ce que vous nous entendez? Allô, Bokoum, vous nous entendez? Allô, Bokoum? Est-ce que vous nous entendez? OK, Monsieur So, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et poser votre question? Oui, Monsieur? bonjour à toutes et à tous. C'est bon? Oui, c'est bon, on vous entend. C'est Monsieur Bokoum qu'on n'entend pas.
Oui, allez-y, Monsieur So. Ok, bon. Bonjour à tous. Je suis M. Sow Suleiman. Je suis au Service national de promotion de la santé en Guinée. Et donc, moi, je voudrais savoir, en fait, je voudrais en fait que l'expert soit plus explicite par rapport, en fait, à l'exemple qu'elle a donné par rapport aux prestataires dans le cadre du planning, bon, dans le cadre de l'exemple qu'elle a donné là, lié au planning familial. Et maintenant, la seconde question, c'est quelles sont les approches et stratégies qu'on pourrait utiliser dans le cadre de la promotion de la santé? Merci. Oui, alors concernant la planification familiale, est-ce que vous pouvez m'aider un petit peu? Quel élément est-ce que vous aimeriez que je précise? Voilà, en fait, c'est par rapport aux prestataires. En fait, vous avez vu en fait qu'on pouvait faire une cartographie du prestataire sur un échelonnement de temps donné. Maintenant, vis-à-vis de cela par rapport sur laquelle on travaille, en amont et en aval, quelles sont les approches qu'on pourrait éventuellement utiliser? Est-ce que je peux partager mon écran, par exemple, pour vous montrer? Oui. Oui. Par exemple, vous voyez, donc ça, c'est la cartographie dont je voulais vous parler. Donc, c'est sur les prestataires en planification familiale au Burkina Faso. Et donc, on essaie de comprendre déjà la hiérarchie au niveau du système de santé. Pardon. Ensuite, on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe durant la consultation, avant la consultation et après la consultation, le diagnostic. Et en fait, les différentes couleurs que vous voyez, c'est soit des barrières, soit des facilitateurs du counseling. On essaie de comprendre ce qui se passe en dehors des consultations. Donc, on a posé des questions aux prestataires pour savoir, est-ce qu'il y a des rencontres avec la communauté? Si oui, comment ça se passe? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré pour avoir un meilleur counseling? Est-ce qu'il y a des réunions au niveau régional ou national? Si oui, il y en a combien? Et au niveau des formations, est-ce qu'on a identifié des possibilités d'amélioration? Voilà, on essaie aussi de comprendre les influenceurs des prestataires et pour vraiment se mettre à leur place afin de vraiment comprendre quelle est leur réalité à eux. Et alors, par exemple, pour vous montrer, on a développé bien au bout de beaucoup de temps, on a développé des solutions qui sont, je vais vous les montrer, qui viennent à différents moments donc, de leur travail. Donc, on a un kit de l'empathie qui vient au niveau de la formation, qui vient dans la salle de garde et qui se passe vraiment dans ces moments que les prestataires vont avoir. On a aussi, par exemple, quelque chose qui viendra durant la consultation. Donc, grâce à cette cartographie, on a identifié des moments clés où on va pouvoir donner de l'information, faire des rappels visuels pour qu'il y ait une bonne compréhension des outils. Donc ici, on a, durant la consultation, on a des choses qui viennent donner un rappel de nos outils. Et aussi, on a tout ce qui est plutôt durant les réunions. Donc voilà, grâce à cette cartographie, dont je ne vais pas aller trop dans les détails, parce qu'on pourrait y passer encore 2 heures, hein. Moi, j'adorerais tout vous raconter. Mais en fait, grâce à cette cartographie, on a identifié 3 moments clés dans lesquels on pourrait insérer nos solutions. Donc voilà, la cartographie, c'est vraiment à ça que ça sert. Et c'est pour faire en sorte qu'on ne rajoute pas, par exemple, des heures et des heures de travail à un prestataire qui déjà n'a pas de temps dans sa journée. Voilà. Donc c'est à ça que ça nous sert la cartographie, puis à bien comprendre les problèmes et la réalité du prestataire. OK. Une autre question de passer, c'est qu'en fait, cycle d'action communautaire, c'est ça, en quelque sorte. Pardon, j'ai pas, ça a un petit peu coupé. Est-ce que vous voulez bien répéter la question? OK. Ouais, je disais, en fait, est-ce que cette cartographie-là, ce processus-là, est-ce qu'on pourrait le relier au cycle d'action communautaire? Oui, bien sûr, oui. Alors, par contre, comme c'est plus compliqué de faire ça parce que la communauté, elle est beaucoup plus diversifiée. Donc, quelque chose qu'on fait avant, c'est qu'on essaie d'identifier quels sont les types de personnes que l'on souhaite, avec lesquelles on souhaite développer la solution. Donc, par exemple, en général, on segmente pour faire la cartographie au niveau communautaire.
on va segmenter en fonction de l'âge, du genre, des intérêts, etc. Mais oui, ça marche. Ok, d'accord. Et pour finir, en fait, quelles sont les stratégies qu'on pourrait utiliser et approches dans le cadre de la promotion de la santé? À Alors, travers, bien sûr, quel est le lien qu'on peut faire entre le ICD et puis la promotion de la santé? oui, alors la promotion, disons on l'utilise constamment pour appuyer les solutions. Donc, au niveau de la promotion, par exemple, nous, on a beaucoup travaillé pour les spots, faire en sorte qu'ils soient mieux, les spots radio, pour faire en sorte qu'ils segmentent mieux les personnes en fonction des horaires et des ressources. Je pense que le design centré sur l'humain, vu qu'on ne connaît pas la réponse avant d'avoir mieux compris les bénéficiaires, je ne sais pas si on peut savoir directement si ce sera de la promotion, mais on peut s'en servir dans la promotion pour mieux comprendre son audience, ça c'est sûr. Et peut-être aussi pour permettre de faire un peu des économies. Donc, peut-être tester quelques éléments de promotion, voir comment les gens réagissent. Et ensuite, avant d'investir pour faire la promotion à grande échelle, ça permet de bien comprendre si ça va vraiment insister là où vous voulez que ça insiste. Donc, je dirais que ça peut aussi aider là-dessus, oui. D'accord, ok. Ben, c'est très intéressant, hein. Comme vous l'avez si bien dit, on pourrait passer 2 heures de temps. J'avais d'autres questions, mais je vais me limiter là. Je vais laisser aussi la place aux autres. Merci. Merci pour vos questions. Merci bien pour la qualité pour cette clarification. Merci, monsieur So. Je vois beaucoup qui a encore sa main levée. Je pense qu'on avait un souci pour... Merci, merci. Mais est-ce que vous m'entendez maintenant? Bonjour tout le monde. Oui, on vous entend maintenant. Okay. Oui, c'est parfait maintenant. Merci pour cette grande présentation qui va vraiment beaucoup nous aider, cet échange sur la conception centrée sur l'humain. En fait, chez nous au Mali, nous avons utilisé cette approche. Lorsque nous avons su au Mali que les consultations prénatales sont faites de façon tardive par les femmes enceintes. Et pour pouvoir faire de la conception centrée sur l'humain, nous avons appelé tous les acteurs qui étaient y impliqués pour rehausser, pour vraiment avoir l'objectif que nous visons, qui est d'amener les femmes à venir de façon précoce à la CPN, à la consultation prénatale. Et là, maintenant, à partir de ces données, nous avons pu regrouper une semaine durant dans une salle avec tous les partenaires, comme je l'ai dit tantôt, avec les populations. Mais dans les populations, nous avons segmenté. Comme vous l'avez dit, durant cette période, nous avons pu quand même avoir le point de vue de chaque participant, mais c'était vraiment très, très, très difficile parce que, comme vous le savez, en faisant la conception centrée sur l'humain, on a quand même la segmentation des différents cibles qui sont concernées par le problème. Donc, pour cela, lorsque nous avons segmenté, nous avons pris ensemble vraiment certains qui peuvent parler ensemble, certains qui ne peuvent pas parler ensemble, ont des amis à côté pour pouvoir parler avec eux. Maintenant, pour vous partager notre expérience par rapport à ça, au Mali, on a une façon, dans le village, nous avons un chef de famille qui est le grand frère aîné de la famille. Donc, on a essayé d'appeler 2 grands frères aînés d'une famille qui était avec nous. Donc, lorsqu'on a commencé à discuter pourquoi les femmes ne viennent pas très tôt à la CPN, on a commencé à discuter. Certains ne voulaient pas parler. Mais on a su, à la suite de ces discussions, lorsqu'on a mis seulement les chefs de famille ensemble, ils ont trouvé un mot pour dire que c'est vrai et ils ont un rôle d'équité à jouer dans la famille. Donc, si c'est la même femme qui vient tout le temps pour aller à la CPN, et c'est eux qui déboursent les fonds de la famille. Donc, c'était devenu vraiment une expérience que nous avons su lors de ce processus de conception centrale sur l'humain. Pour dire que, c'est vrai, en tant que chef de famille, le grand frère aîné de la famille, c'est lui qui gère toutes les ressources de la famille. Et pour envoyer une femme à la CPN, ça allait faire débourser de l'argent. Et maintenant, pour faire débourser de l'argent, eux aussi, ils avaient l'esprit d'équité pour que toutes les femmes de la famille, c'est-à-dire tous les petits frères, les femmes de tous les petits frères, aient accès aussi aux soins autant que les autres. Donc, une fois qu'une femme qui, après avoir eu la grossesse, veut toujours aller, ils étaient butés à ces problèmes où ils faisaient un peu le dur pour ne pas envoyer. Donc, on a pu avoir vraiment un obstacle qui était là. Donc, on a essayé en ce moment d'étudier ce monsieur qui a un rôle important, qui est le chef de la famille, qui a un rôle particulier.
Donc, lorsqu'on l'a étudié, on a trouvé que vraiment, c'est vrai qu'il a ce rôle d'équité et il a ce souci d'équité à son niveau pour pouvoir gérer mieux les ressources de la famille, mais aussi à l'aspect vraiment santé pour tous. Donc, maintenant, on a trouvé qu'il y avait aussi une autre personne au-dessus de lui. C'était vraiment la grand-mère qui était là, qui avait aussi un rôle important. Donc, on a essayé de travailler avec cette grand-mère aussi pour pouvoir faire sortir des messages, pour pouvoir faire sortir vraiment des images, etc., dans leur implication pour pouvoir vraiment faire la promotion de la CPN auprès des femmes. Et maintenant, pour moi, la question que j'ai à poser, ça, c'est une expérience que nous avons vécue au Mali, où nous avons pu concevoir un outil conçu par les populations à travers des images, parce que, comme vous le savez, on a une majorité de population qui est analphabète. Et maintenant, à partir des images, on a pu vraiment rehausser beaucoup la CPN à partir de ces images qui ont été véhiculées un peu partout dans les villages. Maintenant, la question que je pose à Laura, c'est quelle est votre expérience par rapport à des cas comme ça où nous sommes butés à des types de cibles? Parce que nous avons même procédé au profil de chaque cible. Hein. On a fait le profil de chaque cible. Par exemple, la grand-mère, quel est son profil? Qu'est-ce que la grand-mère fait du matin au soir? Quelles sont ses activités? Et le chef de famille, quel est son profil, etc. Donc, je voulais savoir un peu avec Laura. Hello? Oui, je vous écoute. Oui, je voulais savoir avec Laura concrètement, quelles sont les stratégies davantage que vous pouvez nous conseiller encore pour faire parler tout le monde lors de ce processus de conception centrée sur l'humain. Merci beaucoup. Merci, j'adore cet exemple. Bah oui, c'est vrai. Nous aussi, je me rappelle, dans un projet, on s'est rendu compte que c'était la belle-mère qui influençait le plus la jeune mariée, la jeune femme. Et c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pensé. On aurait pensé que c'était peut-être sa mère ou un influenceur communautaire, et c'était sa belle-mère. Et donc là, le grand frère aussi, ça me paraît comme étant une belle trouvaille. Et donc, moi, après, les techniques pour faire en sorte d'amener les gens à partager, qu'on enlève l'ego et on parle plus de solutions, c'est que j'amènerai toujours les gens à raconter une histoire ou sur le terrain de se mettre à la place de l'autre. Donc, par exemple, une bonne technique pour faire en sorte que les grands frères puissent parler sans sentir qu'on les accuse de quoi que ce soit. Parce que c'est pour ça aussi, des fois, les gens peuvent penser qu'on les met un petit peu sur la place publique et c'est pas très facile. On rentre un peu dans l'intimité des gens, du pourquoi est-ce qu'ils décident des choses. Je pense que ce qui peut être sympa, c'est d'utiliser donc le parcours. On dit voilà, donc pour la consultation prénatale, qu'est-ce qui se passe? Donc on part de voilà, je veux avoir un enfant, je suis mariée à telle personne, et on peut le dessiner ou utiliser des cartes visuelles qu'on va mettre sur le mur, et on demande aux personnes voilà, qu'est-ce qui se passe et qui sont les personnes qui comptent dans la décision. Et à ce moment-là, quand on objectivise, quand on le met plus à l'extérieur et qu'on ne raconte pas son histoire personnelle, eh bien, c'est plus facile pour eux de partager. Aussi, un truc qui marche bien, c'est de leur demander de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Donc, par exemple, si vous êtes le grand frère, l'espèce de chef de famille, mais si vous vous mettez à la place du prestataire, par exemple, qui fait les consultations prénatales, quels sont vos objectifs, quel est votre chemin de pensée, par exemple. Et ça peut être et si les personnes ont des problèmes d'analphabétisme, on peut aussi avoir des cartes visuelles qui permettent d'exprimer ces choses-là. Ça marche plutôt bien. Si vous me laissez une heure de plus, je peux vous en donner d'autres, c'est sûr. Mais vous avez l'air d'avoir déjà très bien géré la situation, j'ai l'impression. Si au final, au bout de votre semaine d'atelier, vous avez pu faire en sorte qu'il s'ouvre. Donc, bravo. Merci. Merci à M. Bokoum pour son expérience partagée. Et je pense que c'est un exemple qui est aussi très enrichissant pour tous ceux qui nous suivent, pour tout et chacun d'entre nous, pour tous les participants. Vraiment, c'est intéressant. Merci pour. Nous avons 2 mains levées et nous partons vers la fin de cet entretien. Je vois Dr. Bleu de PNLP Côte d'Ivoire. Sa main levée. Docteur, est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole? Merci beaucoup à Jean-Jacques.
Merci à la présentatrice. Merci à tout le monde. Je m'excuse pour mon retard. J'étais à une autre réunion et puis je suis venue vous prendre en cours. Il faut dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons utilisé cette méthode pour améliorer les CPN, les consultations prénatales. Et nous avons d'abord fait une étude de départ qui nous a permis de concevoir des outils pour permettre aux femmes enceintes de savoir quels sont les soins ou bien les prestations dont elles ont besoin au cours de leur consultation prénatale pour faire un bon suivi de la grossesse. Et actuellement, nous sommes en train de mettre cela à échelle. Après la phase pilote, nous avons vu que c'était vraiment bien et on est en train de passer à échelle dans les districts où nous avons commencé et ajouter d'autres districts pour avoir quelques régions qu'on peut couvrir. Notre problème demeure le problème des prestataires de soins. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est la consultation tardive. Les femmes enceintes ne consultent pas tôt. Elles consultent généralement après 6 mois de grossesse. Et ça ne nous permet pas de suivre la grossesse comme il se doit. Oui. Pour le premier problème, nous cherchons une solution parce que les prestataires, très souvent, ne suivent pas les directives. Ça, c'est un. En plus de cela, les prestataires ne renseignent pas les premiers outils de collecte correctement. Ce qui fait qu'on a un gros problème de qualité des données. Comment nous allons résoudre ce problème? Je pose la question en ces termes parce que nous avons plusieurs causes à travers quelques études quand même qu'on a menées sur le terrain. Il y a des prestataires qui disent qu'ils n'ont pas assez de temps. On ne les a pas suivis. Il y a des prestataires qui, c'est parce qu'ils ignorent même l'importance des outils primaires pour les remplir correctement. En tout cas, il y a plusieurs causes, mais on n'a pas vraiment sérié les causes à travers les 5 pourquoi ou bien, comment on appelle ça, l'enquête que nous avons faite pour les femmes enceintes, pour voir quel est le vrai problème, se mettre à la place du prestataire pour pouvoir identifier ses problèmes et résoudre en fonction de ce qu'il vit. Ça, on n'a pas encore fait. On souhaiterait vraiment avoir, si après vous pouvez nous donner la cartographie que vous avez faite tout à l'heure, pour que nous aussi, à notre niveau, on puisse essayer de mettre en pratique et voir de plus près quel est le problème des prestataires. J'avoue que c'est une stratégie qui a des résultats évidents, mais que nous n'arrivons pas encore à maîtriser. Parce que quand moi je regarde la mise en œuvre, on peut avoir plusieurs types de prestataires. Chaque prestataire a ses problèmes et les problèmes ne sont pas souvent identiques. Ça fait qu'on ne peut pas dire qu'on va trouver une solution, comment il faut dire, adaptée à tous. C'est ça ma difficulté. Pour le deuxième problème, en Côte d'Ivoire, on s'est rendu compte que chaque peuple, selon les quatre points cardinaux de la Côte d'Ivoire, n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes us que celui du Sud, par exemple. Si je prends le peuple du Nord,
le peuple du Sud, le peuple de l'Ouest, de l'Est, du Centre, il y a des spécificités. Ce qui fait que la mise en œuvre de cette stratégie, pour moi, est une activité qui est plus ou moins spécifique à chaque peuple. Parce que chaque peuple a ses problèmes. Quand je prends le Nord, le problème, c'est le chef de famille qui décide, par exemple, de donner l'argent pour que la femme parte en consultation prénatale. Quand je prends le peuple du centre, chez nous, la grossesse, tant que ce n'est pas visible, la femme ne doit pas faire savoir qu'elle est enceinte. Je ne sais pas si vous voyez un peu la diversité. Du coup, la mise en œuvre de la pratique de cette stratégie, selon moi, est un peu spécifique. Ça fait qu'il faut plusieurs enquêtes ou bien plusieurs études pour pouvoir trouver ce qu'il faut pour chaque situation. Et ça nécessite des ressources humaines et des ressources financières. Et souvent, on est limité. Ouais, c'est vrai. Merci. Et d'ailleurs, ça me fait penser, c'est tout à fait pertinent, que nous, pour le test des solutions, ce qui est bien, c'est que nous le faisons à petite échelle. Donc, en termes de ressources, c'est quand même moins lourd qu'un gros pilote ou quelque chose comme ça. Et donc, en fait, ce que nous faisons, c'est que nous testons toujours dans 3 régions différentes. Donc, par exemple, en RDC, nous faisions un projet sur les relais communautaires et on a testé au Kasaï oriental, au Haut-Katanga et au Sud Kivu, qui sont des régions qui sont quand même très diverses. Et on a aussi, dans chacune des régions, testé simultanément dans les zones urbaines, les zones périurbaines et les zones rurales. Comme ça, on est sûr qu'on comprend bien, en tout cas au maximum avec les ressources que nous avons, qu'on comprend bien comment ce même problème affecte différemment différentes populations. Ouais. OK. C'est bien noté. C'est ça qui est bien dans le test et le prototypage, c'est que comme c'est des petites interventions, à la place de, par exemple, faire de mettre en route une grosse campagne, ben, d'abord on teste un petit peu et un petit peu partout et comme ça, après, on a moins de chances d'échec, en fait. Okay. Voilà, donc c'est le principe. Mais c'est vrai que c'est pas gratuit, oui. Ça demande des ressources. Oui. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Merci, à vous. C'est bien noté. Merci, docteur Bleu. Merci à tous et à toutes d'avoir pris part à cette section intitulée Interview d'experts ce 14 avril 2022. Nous avons reçu Laura Ferrier, Senior Strategy Designer à ThinkPlace. Elle est basée actuellement à Washington, aux États-Unis. Laura nous a éclairci sur le concept de ICD ou encore la conception centrée sur l'humain, qui est l'une des approches les plus utilisées dans le domaine du changement social de comportement. Elle a expliqué que cette approche est essentiellement focalisée sur l'humain, qui est essentiellement focalisée sur l'humain, est d'une importance capitale pour l'atteinte de meilleurs résultats dans le domaine dans la mise en œuvre plutôt des activités de santé publique. Merci encore à tous. Merci de rester connectés sur Springboard. J'ai partagé le lien dans le chat pour être informé des activités de partage d'expérience et bénéficier encore des ressources sur le CSC. Pour la prochaine activité, nous allons recevoir M. Télesphore Kaboré, qui est un expert en engagement communautaire. Il est conseiller senior en engagement communautaire à Save the Children aux États-Unis. Donc, la section avec M. Télesphore aura lieu le 5 mai de 14h à 15h. Donc, vous allez recevoir certainement les mails venant de ma part et bien sûr le lien pour se connecter. Merci Laura pour votre disponibilité. Je vais savoir si vous avez un dernier mot avant de clore cette section.
Non, merci à tous. Comme j'ai écrit, je pourrais en parler encore toute la journée. Et ce que je voulais, un dernier mot sur le design centré sur l'humain. Le but, c'est vraiment la durabilité et l'impact. Donc, c'est pas juste de faire des jolies choses, c'est vraiment de faire en sorte que ça dure, même quand on a terminé notre intervention. Donc, j'espère qu'on pourra partager des exemples à une autre occasion. Et aussi, je connais un petit peu Télésphore Caboret qui a fait qui fait un travail tellement formidable sur l'engagement communautaire. Donc, je recommande vivement sa session la fois prochaine. Merci encore pour vos questions. Merci Laura. Je crois que Laura a aussi dit dans le chat qu'elle va partager certains documents que je vais certainement partager aux différents participants. Donc, merci à tous et rendez-vous pris pour le 5 mai à 14h GMT avec Télésphore Caboret en ce qui concerne l'engagement communautaire. Nous vous remercions. Bon après-midi à vous, à tous et à toutes. Merci. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Merci Laura. Merci Jean-Jacques. Au revoir. Merci. Merci beaucoup, Laura. Merci, au revoir. Merci, c'était très enrichissant. Merci beaucoup. Merci.